Monsieur Roland Adjovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des membres du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Donc c'est un organe de protection du Conseil onusien des droits de l'homme. Alors Carlos Ghosn, l'ancien patron de Nissan et de Renault, vient, selon la presse, de saisir votre groupe de travail. Quelles sont les prochaines étapes ? Je ne pourrais naturellement pas commenter sur le fond du dossier ni sur la réalité de la saisine, mais quand quelqu'un saisit le groupe de travail fait une synthèse de la saisine que le groupe de travail envoie à l'État pour recueillir les observations de l'État, puisque c'est une procédure contradictoire. Une fois que l'État a répondu, on envoie la réponse de l'État à la personne qui a saisi le groupe de travail pour que la personne ait le droit de répliquer. Et ensuite, le groupe de travail rend un avis pour trancher le différend qui est survenu entre l'individu et l'État sur la nature de la détention. Ça veut dire que dans une première phase, quand vous acceptez un dossier, il n'est pas forcément rendu public. Mais vous vous penchez sur ce dossier, vous l'examinez et vous étudiez s'il y a ou non détention arbitraire. Hein, c'est bien ça. Nos procédures sont totalement confidentielles. On ne révèle jamais si on a été saisi ou pas. Mais on engage la communication avec l'État contre lequel on nous a saisis pour obtenir leurs observations. Et naturellement, si on estime qu'un dossier ne doit pas aller de l'avant, on ne saisit pas l'État. Y a-t-il des antécédents avec le Japon ? Y a-t-il eu des personnalités privées qui ont saisi votre groupe de travail contre l'État japonais ? Il y a deux cas dont je peux me souvenir. Le dernier cas dont je me souviens très bien, c'est une dame d'un certain âge qui a été emprisonnée pour un délire qui ne nous paraissait pas réel et dont on n'a pas pris en compte les conditions de santé. Donc le groupe de travail a rendu, à ma connaissance, 2 avis contre le Japon et qui ont été communiqués, qui sont publics, que je peux vous communiquer les liens vers ces avis à l'avenir. Le Japon s'exécute-t-il lorsque vous donnez des avis qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que fait l'État ou ce que la justice japonaise peut décider ? Le vrai problème qu'on a, une fois que les avis sont rendus, c'est que les victimes ne viennent pas forcément nous rendre compte de ce qui se passe après. Donc, en l'état actuel, on ne sait pas encore si l'État japonais s'est exécuté, a mis en œuvre les décisions qu'on a rendues. Donc, je ne pourrais pas dire si oui ou non il s'exécute ou pas. Pour revenir au cas de Carlos Ghosn, l'examen des dossiers prend combien de temps ? En général, c'est une procédure complexe. Je crois que vous avez plusieurs réunions par an où vous examinez les différents dossiers qui vous sont soumis. Tout dépend de la complexité du dossier. Il y a un examen préliminaire qui entraîne la communication à l'État. Si cela pose un problème, on délibère pour déterminer la recevabilité de l'affaire qui nous est soumise. En général, dans l'espace de 2 mois, 3 mois après la saisine, on a écrit au gouvernement. Et le gouvernement a 2 mois pour répondre et peut demander 1 mois supplémentaire. Donc 3 mois au maximum pour le gouvernement pour répondre et après on donne 1 mois à la source, à la victime, pour répliquer à l'État. Donc en général, dans les 6-7 mois, le dossier est prêt pour la délibération devant le groupe de travail. Ça entraîne des missions sur le terrain ? Rencontre des autorités locales ou peut-être même visite du détenu sur son lieu de détention ? Non, dans aucun cas, la saisine du groupe de travail n'entraîne ce type de communication. L'essentiel des communications est écrite de façon exceptionnelle. On peut rencontrer les parties à Genève quand on est en session. Donc la mission permanente du Japon, si le cas se présente, mais on ne va pas sur le terrain pour une affaire spécifique. Un autre cas qui a défrayé la chronique récemment est celui de M. Assange qui a été qui est en prison actuellement au Royaume-Uni. À l'époque, il avait saisi le groupe de travail des Nations Unies aussi. Qu'en est la procédure ? Où en est la procédure ? Le groupe de travail avait déterminé que la détention de M. Assange était arbitraire et il y avait 3 étapes. Il a été détenu physiquement au début, pendant 10 jours, avant d'avoir une ordonnance de résidence surveillée.
Et c'est pendant qu'il était en résidence surveillée qu'il a fui pour aller à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc le groupe de travail a considéré que le fait qu'il s'est mis à l'ambassade de l'Équateur constituait une continuation de sa situation de détention préalable et de liberté conditionnelle par la suite, et donc que c'était une détention arbitraire. Le Royaume-Uni et la Suède ne se sont pas exécutés vis-à-vis de cette décision, ils n'ont pas mis fin à la détention. Et aujourd'hui, il a une nouvelle situation qui se présente puisque la procédure en Suède n'existe plus apparemment puisque le procureur a mis fin aux enquêtes. Et donc, il est détenu exclusivement pour avoir violé l'ordonnance de liberté conditionnelle qu'il avait. Et donc, il a une procédure purement contre le Royaume-Uni. Et les États-Unis demandent son extradition, qui ne faisait pas non plus partie du dossier qu'on avait devant nous initialement, même si ça faisait partie des craintes qu'il avait, qui se trouvent aujourd'hui justifiées. Donc éventuellement, ces avocats pourraient ressaisir le groupe de travail des Nations Unies. Ces avocats pourraient tout à fait saisir à nouveau le groupe de travail s'ils le souhaitent. Que ce soit pour une procédure anglaise actuellement, ou alors plus tard peut-être les États-Unis s'il est extradé. Il peut toujours le faire à tout moment sur l'une ou l'autre des procédures, dès lors que ça ne relevait pas de la décision initiale que le groupe de travail avait rendue. En général, les grandes puissances se conforment aux avis que le groupe de travail rend, ou c'est selon les cas, selon les intérêts du pays Selon les intérêts du pays, selon les enjeux, selon les personnes impliquées, je dirais que, comme toutes les décisions des organes internationaux, les États font la politique autour en fonction de leurs intérêts, et ce qui est dommage. Ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément une force exécutoire alors qu'elles devraient s'appliquer. Elles ont une force exécutoire en droit, mais pas dans la réalité. Et la démarche aujourd'hui des parlementaires français, c'est de créer ce couloir de transition qui rend les avis transposables en France, et le débat sur leur validité, leur exécution n'existerait plus. Oui, parce que les députés, notamment un certain nombre de députés en France, travaillent sur un projet de loi pour 2020 pour renforcer la protection des Français à l'étranger qui permettrait d'intégrer, de reconnaître les avis des Nations Unies. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, vous avez tout compris. Monsieur Adjovi, merci beaucoup. Merci infiniment.